That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir bien évidemment, ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une carte blanche, et non des moindres, une carte blanche à regarder dans le noir. Franck et Marie qui sont de nouveau avec moi chez Microciné. Bonjour Franck, bonjour Marie, comment allez-vous? Ça va, merci. Parfait. Parfait, ça me fait super plaisir. Alors, bonjour Franck, bonjour Marie, et bonjour le chat qui est hors champ. Ah, qui est là, qui est dans le champ. Elle est toujours là. Mais elle était là, je crois que la première fois quand on avait discuté, si je me souviens bien, soit je l'ai vue ou je l'ai entendue, bref, on avait discuté. Elle est toujours là. Sur beaucoup de vidéos. Franchement, elle est tout le temps là. C'est ça, c'est une espèce d'esprit comme ça, enfin, qui fait partie de votre vidéo. C'est important. Donc, je me souviens, on avait discuté au cours de Fait Croquer et on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on renoue cette conversation. Quand je vous ai proposé cette carte blanche, vous avez tout de suite accepté et vous m'avez proposé Evil Dead. Oui. Voilà. On a hésité avec, je sais plus, on avait hésité avec autre chose, mais. Toi, t'as pas trop hésité, toi. Moi, je t'ai proposé deux trucs et tu m'as dit Evil Dead. Ouais, tu m'as bien orienté sur Evil Dead quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, Evil Dead, bien évidemment, comment dire, moi, je suis de 76. Enfin, ça fait partie des films qui m'ont bercé, entre parenthèses, et vu en VHS, hein, comme je pense beaucoup de gens, et c'est même lié à ça, c'est lié à la VHS. Ce film. C'est l'un des rares films qu'on peut lier à la VHS. On va en parler après ça. On va parler de beaucoup de choses. En tout cas, c'est votre carte blanche, donc vous avez une totale liberté. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je suis vraiment là pour écouter. Je suis là en fait avec cette idée de revoir les trois films après vous avoir écouté, et ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là et que vous ayez accepté. Des gens comme vous, ça serait important de les entendre très souvent et de les voir aussi. Donc merci Franck, merci Marie. On arrête les compliments, on va commencer. Donc moi, juste une simple question, très simple. Pourquoi Evil Dead? Pourquoi pas autre chose? Ah, c'est moi qui commence. Alors, Evil Dead, moi, c'est juste en fait une de mes sagas d'horreur préférées. En fait, c'est juste ça, c'est tout simple, parce que en fait, les trois, tu peux les regarder. En fait, les trois vont être totalement différents. Tu vas avoir le premier qui va être quand même assez trash, assez glauque. Le deuxième qui va être un peu plus axé sur l'humour, et encore en le revoyant, il est drôle mais pas tout le temps non plus. Et le troisième où là on est quand même sur une vraie comédie médiévale, et puis les effets spéciaux qui sont juste dingues quoi pour l'époque. C'est un plaisir en fait de revoir parce que moi je trouve que ces effets spéciaux en fait ils ont vieilli, hein, c'est sûr, mais ils ont gardé un côté artisanal. Ouais, ce côté artisanal est juste superbe en fait, des effets à l'ancienne en fait qui manquent cruellement aujourd'hui dans le cinéma quoi. Ouais, et pour rejoindre ça, t'as trois films vraiment avec des tons vraiment bien distincts, comme elle vient de le dire, le premier c'est vraiment de l'horreur pure, le deuxième c'est du comico-horrifique, et le troisième où tu bascules vraiment dans la comédie pure, mais il y a quand même au niveau de la continuité, il y a quand même une cohérence, même s'il y a toujours le débat sur est-ce que le 2 est une suite ou un remake du premier, il y a toujours l'éternel débat là-dessus, mais c'est une œuvre, tout ce qui compose l'œuvre, on va dire, il y a un ton assez radicalement différent, mais ça reste cohérent, et ça, c'est déjà assez balèze, je trouve. Ouais. Et après, la série repose de toute façon essentiellement sur le personnage de Ash. Hein, je veux dire clairement, oui, jusque dans le titre de la série. Mais je veux dire, je pense que tant que la base est là, c'est-à-dire Ash, ça restera cohérent en fait. Ouais. Et c'est là que pour nous, le remake a un échec en fait. C'est qu'on a perdu en fait l'essence d'Evil Dead en fait, parce qu'on a perdu Ash. Et parce qu'on a un peu perdu quand même les Deadites aussi, donc les Deadites qui sont les... On dit ça à chaud parce qu'on l'a revu hier soir, en fait. Oui. Je vois ça. Ouais, on le revoit quand même avant d'en parler, mais ouais. Alors, il y en a, ça peut exister.
pardonnez-les, qui ne connaissent pas Evil Dead. Et là, ce que vous êtes en train de dire, ça peut un peu les perdre. Donc, en tout cas, en fait, Franck et Marie ont parlé donc de ces 3 films, les 3 longs métrages de Sam Raimi réalisés. Vous me contredisez si je fais une erreur. Entre 81, 82 et 92, 93, si je me trompe pas. Le second, voilà, le second, il date de 81. C'est ça, le second date de 80. Le premier, c'est 81, c'est sûr. Le dernier, c'est 87, 92, il me semble. C'est ça, c'est ça. Et puis, vous parliez aussi de la série. Oui. Il y a une série, on va en parler après, pratiquement à la fin de l'émission. Et puis, il y a ce remake qui date de 2013. Et voilà, c'est surtout pour contextualiser le truc. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reste sur les 3 premiers. Et ensuite, peut-être, et puis ensuite, on reviendra, on parlera un peu de la série et de ce remake. Et même si vous avez commencé déjà à fixer un décor, et on peut comprendre pourquoi peut-être le film est décevant. Vous avez découvert cette saga par le premier ou alors c'était complètement mélangé? Je pense que j'ai commencé par le 2, en fait. Je suis pas sûre d'avoir vu le premier en premier. Mais après, je les revois tellement régulièrement que je sais plus. Mais je crois que j'ai commencé par le 2. Je pense pas que j'ai commencé par le premier, ça me dit rien. Parce que j'avais vraiment dans ma tête, quand je pense Evil Dead, c'est humour. Alors qu'en fait, quand tu regardes le premier, c'est absolument pas drôle. Donc, je pense que j'ai dû vraiment commencer par le 2. Et à l'époque, tu l'avais vu, tu as été contemporaine du film? Ouais, non, tu l'as pas vu à sa sortie. Non, parce que je suis. J'étais un tout petit peu trop jeune, ouais. Mais je pense que j'ai quand même commencé par le 2. Après, est-ce que c'était passé à la télé à ce moment-là ou quoi, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de diffusion de télé. Je sais pas. Ouais, mais en tout cas, j'ai pas commencé par le premier. Ça, c'est sûr. Ou alors, on s'était passé les VHS à une époque, c'est possible aussi. Hein. D'accord. Et toi, Franck? Alors moi, mon premier contact avec Evil Dead, c'est avec le premier, c'est par ma mère, encore une fois, qui m'a bien aiguillé vers le cinéma fantastique et horreur. Et en fait, elle me parlait extrêmement souvent, avant que vraiment je me mette à regarder des films d'horreur, elle me parlait extrêmement souvent d'un film donc qui s'appelait Evil Dead, qui terrorisait, mais qui les avait tous terrorisés quand ils étaient ados, qu'elle n'osait pas regarder seule parce que c'est un film qui la terrifiait. Voilà, donc elle me parlait beaucoup de ce film. Moi, j'étais très curieux. Donc, dès que j'étais en âge de regarder des films d'horreur, j'ai regardé Evil Dead. Alors, moi, curieusement, mon premier contact, donc c'est avec le premier, parce que ma mère m'en avait parlé, mais curieusement, j'avais commencé par le 3. Donc, par l'Armée des Ténèbres. Et je me suis dit, mais pourquoi on me vend ça comme un truc aussi terrifiant? Je veux dire, c'est drôle, c'est de l'horreur, mais c'est drôle. Et c'est après, j'ai fait le 3, le 1 et ensuite le 2. Et c'est vrai qu'en revoyant le premier, je me suis, en me replongeant dans le contexte, par rapport à ce qui sortait à peu près à la même époque, je me suis dit, c'est vrai que les gens ont quand même dû se prendre un bon coup de flip à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il va quand même assez loin déjà dans l'horreur graphique et dans le... Il y a quand même un côté malsain qui ressort énormément du premier. C'est ça, c'est ça. Moi, je l'ai découvert en VHS, non pas en France, mais en Algérie, et c'est dans un vidéoclub algérien, algérois même, pour vous dire que ce film a traversé, c'était ça aussi l'idée de pourquoi je voulais vous en parler, et c'était, je crois que c'était en 86, 87, si je me trompe pas, et c'était le premier que j'avais découvert là-bas, en français, en version française, doublé en français, pardon, et je me souviens que il n'y avait pas le début dans cette cassette. Donc, j'ai jamais su comment le film... Enfin, je l'ai su après, en le revoyant. Mais là où je veux en venir, c'est que pour moi, je m'en foutais un peu parce que ça faisait partie un peu de l'ambiance. J'avais cette impression que le film n'avait... il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin. C'était un truc très bizarre. Et ça m'avait complètement marqué. Et même, je crois qu'il y avait même des redites au niveau de certains plans. En fait, j'ai vu une cassette, une copie mal piraté et ça m'a donné quand même des sensations très très étranges vis-à-vis de ce film, comme si et en fait la sensation que j'ai eue vis-à-vis de ce film, de ce moment, de cette VHS, je l'ai retrouvée mais à 100% dans un film qui s'appelle Ring. Exactement. Ouais. Et c'est ça qui est juste incroyable, c'est que je comprenais la peur des personnages dans le film face à cette cassette qui vient de nulle part, qui n'a pas de générique, qui n'a pas de fin, et c'était très très et c'est là que j'ai compris plus ou moins quelque chose avec lui. J'ai vu
après, plus tard, officiellement et bien comme il faut, le premier Evil Dead, et ensuite le 2 et le 3, que j'ai vu sur Canal+, le 3 à l'époque. Mais le premier, j'en garde un truc complètement... enfin, quelque chose qui n'était pas identifié. Alors, est-ce que j'ai eu peur? Je ne pense pas, mais c'était effectivement malsain. Il y avait quelque chose de malsain. C'était extrêmement sérieux et ça pouvait être même très très réel. Et puis il y avait des trouvailles visuelles qui étaient juste, juste fascinantes, quoi. Après le côté malsain, franchement, même encore aujourd'hui, quand je le regarde, moi je trouve que la scène où on voit comment elle s'appelle, c'est la copine, je pense. Linda, soit c'est Linda, soit c'est sa sœur, je sais plus maintenant, qui est donc possédée par un Deadites et elle est totalement angoissante là dans son habit blanc et elle dit nous allons te tuer. Enfin, elle est hyper malsaine quoi. Et encore aujourd'hui, quand je vois cette scène, je me dis putain, mais ça te colle presque la chair de poule tellement elle est angoissante quoi. Parce que finalement, elle fait rien, elle est juste assise là et elle dit nous allons te tuer. En fait, et c'est hyper malsain. Puis ça tient aussi, je pense, au personnage principal, à Ash Williams, donc Bruce Campbell, qui avait un visage assez juvénile en fait à l'époque, qui était super jeune et qui a l'air complètement dépassé par ses apparitions. Parce que lui, finalement, il doit tuer tout le monde en fait pour pouvoir s'en sortir, quoi. C'est Comme vous avez choisi cette carte blanche, enfin ce sujet-là, est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire, la genèse de ce premier film qui est Evil Dead, comment ça s'est fait, et puis surtout de nous parler un peu de Sam Raimi parce qu'on n'en a pas encore vraiment parlé, alors que c'est monsieur quoi, c'est Monsieur Raimi, c'est celui qui a créé tout ça. D'où vient ce film? Et puis est-ce que la fabrication de ce film, est-ce que cette fabrication fait partie aussi de la légende? Ouais, je pense que clairement, oui, parce que c'est quand même un film qui a été fait avec pas grand-chose. Ouais, au niveau du budget, quoi. Hein. Par exemple, la voiture qu'on voit, celle de H, celle de Sam Raimi. Donc, Alors, j'ai pas beaucoup de connaissances sur la genèse du film, sur le comment et pourquoi le film a été fait, mais au niveau de la fabrication, comme tu dis, je pense que ça fait partie effectivement de la légende autant que le film en lui-même, dans le sens où il y a ces fameux plans du démon en vue subjective qui va à toute vitesse, qui traverse la voiture. Il y a une dimension tellement artisanale. Je crois qu'ils sont tournés c'est juste une caméra fixée sur une mobilette ou un truc comme ça. Oui, c'est ça en fait. Il a installé en fait parce qu'il n'y avait pas de drone forcément à l'époque. Aujourd'hui, on ferait ça avec un drone, ce serait hyper facile. Là, en fait, ils expliquent que Sam Raimi, en fait, il avait une espèce de motocross où il avait installé un système complètement artisanal pour mettre sa caméra en fait devant. Et en fait, il roulait à travers la forêt et les arbres avec sa caméra pour avoir un effet de comment on dit là, de shaky cam, voilà, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont eu cet effet. Il était déjà pionnier dans ce domaine. Ouais, c'est ça. Et par exemple, pour le fameux plan où la caméra traverse la voiture, donc elle rentre par la lunette arrière et elle ressort par le pare-brise, tout le monde s'est dit, mais merde, comment il a fait ça en fait? Parce qu'il a plongé dedans. Non, en fait, c'est juste qu'il a mis un manche à balai ou un bâton. Ouais, c'est ça, tout était hyper artisanal. Et je pense que ça fait partie de la légende autant que le film en lui-même, autant que la saga. Parce que en plus, c'est clairement un film de potes, quoi. Clairement. Donc, ça fait clairement partie de la légende, du moins pour le premier, c'est sûr, quoi. Après, les autres. Enfin, non, c'est le deuxième, en fait. En fait, on a vu ça dans les commentaires audio du deuxième. Il explique en fait comment il a fait tous ces petits effets et tout, donc dans le deuxième. Je crois qu'il y a le commentaire de Sam Raimi et Bruce Campbell. Il y a Sam Raimi, Bruce Campbell et puis le mec qui s'occupe du maquillage qui est aussi super connu, je sais plus son nom. Je sais plus, bref. Mais ils parlent tous les trois et ils expliquent en fait la manière dont ils ont fait tous ces petits effets qui aujourd'hui ils peuvent paraître totalement anodins en fait. Et en fait pour l'époque c'était presque révolutionnaire, quoi, surtout pour le budget qu'ils avaient, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression que le premier volet de cette saga a complètement révolutionné aussi la méthode la question de comment faire peur, quoi, la mise en scène de l'effroi, et parce qu'en plus de cela fait avec très très peu de moyens, avec filmé aussi de manière très aléatoire, avec des décors très très très
très rustique, une lumière très tamisée. Enfin, c'était très très compliqué ce film-là. Et j'ai cette impression que avant cela, il n'y avait pas. Et que lui, Rémi, ils sont arrivés avec quelque chose d'assez intéressant et qui a ensuite j'ai engendré pas mal de films et puis ils avaient une manière comme ça aussi un peu, ils faisaient partie de cette génération dans laquelle on peut retrouver les frères Coen. D'ailleurs, je crois que Joel Coen a participé à monter le premier Evil Dead. Donc il y avait quelque chose comme ça, une génération qui était bercée à la cinéphilie. Et une manière aussi de digérer cette cinéphilie de manière très très folle, un peu ce que fait Tarantino aujourd'hui. Et c'est ça qu'on retrouve chez ce garçon qui avait, je crois, même pas 20 ans, 21 ans quand il fait ce film. Jeune, ouais. C'était super jeune, je sais pas. Alors, j'ai plus exactement. Oui, je crois qu'il devait avoir la vingtaine, je pense. Alors, je sais que Bruce Campbell, à l'époque du premier, il devait avoir 21 ans, je crois, ou 22 ans, pas plus. Et je pense que Sam Raimi doit avoir à peu près le même âge. Il doit avoir à peu près le même âge. Qu'est-ce que vous en pensez de ce film-là, du premier? Si on devait vous poser si vous deviez faire une vidéo sur Evil Dead, le premier, je sais même pas si vous en avez fait une. Non. On voulait, et puis ça demande quand même beaucoup de travail parce que c'est vrai que du coup, si on veut faire une vidéo très complète, il faudrait vraiment parler de tout avec la série. Et donc c'est vrai qu'on ne s'est pas encore plongé dedans. Ouais, ça va peut-être venir, je pense, mais pense, ce serait une grosse vidéo, ce serait un gros projet, mais je pense que ça va venir. Mais votre subjectivité par rapport à ce film, comment elle est? Qu'est-ce que vous en pensez de ce premier volume? Uniquement le premier? Pour l'instant, le premier, ouais. Moi, je vais aller loin, hein, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Va loin, je t'en supplie, va loin. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ça fait partie clairement de mes films préférés. Et voilà, il y a rien d'autre à dire en fait pour moi. Quand je le regarde, ça me fait plaisir, ça me fera toujours, je pense, plaisir et c'est tout. Surtout quand tu penses que tout a été fait avec je sais pas moi. 3 bouts de ficelle, c'est ça, 3 bouts de ficelle. C'est encore plus. Je suis encore plus admirative en fait en le regardant quoi. D'accord. Et toi, Franck, par rapport à ça? En toute subjectivité, comme tu l'as dit, pour moi c'est pareil, hein, je vais lâcher le mot, pour moi c'est un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Et c'est pour diverses raisons, déjà techniquement, parce que Sam Raimi, en termes de réalisation, dans ce film-là, il a vraiment imposé une patte au niveau des cadrages. Ces légendaires cadrages penchés, ces zooms vertigineux, ces dézooms. Alors de mémoire, je ne vois pas d'autres films vraiment qui aient fait ça avant, du moins de cette manière-là. Il a créé, il y a l'inspiration Lovecraft, etc., mais il a créé toute une mythologie à partir de ce film-là sur les Deadites et tout ça. Et pour moi, il a créé un des meilleurs anti-héros, un des meilleurs personnages, mais pour moi, toute franchise confondue, il a créé un des meilleurs personnages, un des meilleurs anti-héros en la personne de Ash Williams. Parce que il y a d'autres monuments du film d'horreur, mais c'est plutôt les antagonistes qui sont cultes. Alors, je vais prendre l'exemple des Griffes de la Nuit, de Vendredi 13, des Hellraiser, etc. C'est des sagas qui sont cultes, mais c'est toujours les antagonistes, en gros, qui sont mis en avant, à savoir Freddy Krueger, Jason, Pinehead, etc. Alors que là, on se souvient de Evil Dead, toujours en parlant du premier, on se souvient de Ash Williams, quoi. C'est peut-être l'image qu'on retient le plus de Evil Dead, c'est peut-être Ash Williams, quoi. Donc, pour moi, il a créé énormément de choses. Ça a été un gros bouleversement, ce film-là, pour moi, dans le cinéma d'horreur en général. Alors, il faut aussi souligner que ce premier film était à la base, qu'il y avait déjà eu un court-métrage il y a deux ans auparavant qui s'appelait Within Woods et qui, grâce à ce film-là, lui a permis d'avoir de l'argent qui l'ont permis de financer ce premier film. Et pour parler maintenant du second. Alors, le second, comment on pourrait le qualifier? Comment on pourrait le comparer au premier? Alors, en fait, on a trouvé un article qui parlait du deuxième assez récemment, parce qu'on a un peu tendance à penser que c'est un reboot, remake. C'est Bruce Campbell qui en avait parlé, je crois. Ouais. C'est même Bruce Campbell qui en parlait assez récemment. Ce qui se passe, c'est que c'est plus la même boîte de prod, en fait. Donc, ils n'ont pas eu le droit de réutiliser les images du premier. D'accord. Et ils ont, du coup, bidouillé, en fait, au début, ce qu'on voit, c'est en gros pour t'expliquer ce qui se passe dans le premier, mais du coup, il n'y a plus tous les amis, il y a vraiment juste Ash et donc sa copine qui partent dans la cabane. Et c'est pour ça qu'on a un peu cette impression de est-ce que c'est un remake, est-ce que c'est pas un remake?
Donc en fait, c'est la première partie du film est un remake et après c'est une suite du premier. Ouais, c'est un film un peu hybride, quoi, Ouais, parce que quelqu'un qui va regarder le 2, qui va enchaîner par exemple les deux premiers films, il va peut-être un peu se poser des questions. Il dit mais attends, c'est super bizarre. Il est complètement con de retourner dans cette cabane en fait. Puis, il part avec une nana qui a le même nom que la nana qu'il avait dans le premier. Mais c'est pas la même actrice. Mais ça d'ailleurs, il en joue dans la série. Ouais, je passe vite fait dessus, mais dans la série, il explique qu'il a eu plein de Linda en fait dans sa vie. Ouais. Mais en fait, c'est un petit clin d'œil du coup au deuxième du fait que ce soit pas la même Linda, mais c'est quand même la même Linda. Enfin voilà. Donc ouais, le deuxième, il est un peu. Mais c'est pour ça en fait qu'on peut regarder le deuxième totalement indépendamment en fait, du premier. Ouais. Et je pense que dans la saga, le 2, ça doit être le 2, je pense, qui est resté le plus culte. Parce qu'encore une fois, je vais reparler de Ash Williams. Je pense que l'image que tout le monde a de Ash Williams, c'est le gars avec la chemise bleue à moitié déchirée, avec le canoncier dans une main et la tronçonneuse greffée oui. Sur le boomstick, le légendaire. Je pense que c'est celui-là le plus culte. Et comme tu dis, il peut s'appréhender indépendamment du premier, en fait. Parce qu'en fait, dans le premier, le personnage principal, c'est pas forcément Ash, en fait. Il est là, mais il est beaucoup plus travaillé dans le deuxième, en fait. Et dans le sens où il est seul. Il est vraiment, oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment le personnage principal du deuxième, quoi. Mais qu'est-ce qui différencie la mise en scène du premier et du second? Entre les deux, il y a à peu près 5-6 ans qui se sont écoulés. Comment Sam Raimi, pour le coup, selon vous, hein, bien toujours selon vous, hein, comment Sam Raimi, la manière qu'il a de questionner, enfin, de faire peur grossièrement dans le premier et dans le second, qu'est-ce qui change? Est-ce que ça change ou est-ce que ça ne change pas? C'est quoi où est-ce qu'il y a une différence? Bon, déjà, il y a le côté humoristique qui est un peu plus présent, qui est présent. Qui est très présent. Qui n'était pas forcément présent dans le premier. Second degré, je dirais. Oui, c'est plus du second degré. Mais en fait, du coup, on arrive à avoir des moments drôles, mais à côté de ça, des moments qui sont du coup beaucoup plus perturbants, en fait, de par cette espèce de balance entre les deux, quoi. Ça rend les choses plus trash, en fait. Ouais, le côté humoristique, il est mis en avant par... Il y a surtout dans l'interprétation de Bruce Campbell, je trouve, il y a un côté comique burlesque en fait. Moi, j'aime bien le comparer un peu à un Jim Carrey avant l'heure, quoi. Parce qu'il force les mimiques de son visage, il est assez grimaçant, mais bon, c'est recherché, c'est pas du surjeu, c'est pas du cabotinage. Et il y a un moment précis dans le film, en fait, qui est à la fois drôle, mais à la fois extrêmement malsain. C'est le moment où Ash Williams donc, est tout seul dans le chalet et où il y a des objets dont une tête de cerf qui se met à rire, à gorge déployée. Il y a tous les objets autour de lui qui commencent à rire. Et là, il y a le personnage de Ash Williams, pareil, qui se met à rire, mais de manière compulsive, où on sent que c'est un rire nerveux, où le type est au bord du craquage mental. Et cette scène-là, à la première vision, elle peut paraître drôle, voire ridicule, mais en analysant bien la scène, je trouve qu'elle a un côté extrêmement malsain parce qu'on se rend compte que le personnage de Ash est vraiment en train de devenir vraiment fou, en fait. Donc ça c'est intéressant parce que au-delà même de l'horrifique, il y a aussi quand même quelque chose qui serait lié à une espèce de schizophrénie ou peut-être même de la solitude qui génère une espèce de folie douce, quoi. Parce qu'il y a un peu de cela aussi dans le premier, dans le second. Il y a un travail sur la folie qui est constant. On ne sait pas où est la fiction du réel. On ne sait pas en fait si tout cela est vrai, si c'est faux. Bon, il y a des moments où on le sait que finalement on comprend que tout est vrai et que ça devient que c'est compliqué. Mais il joue beaucoup avec ça, Rémi, je trouve, avec cette part de folie qu'on a en nous par rapport. Puis c'est pas anodin de faire ça, de faire Evil Dead dans les années 80 aux États-Unis, qui est un pays à l'époque réganien. Où maintenant on sait que beaucoup d'artistes se sentaient un peu cloisonnés, et que les films d'horreur pour le coup ont été extraordinaires, étaient très politisés, les films d'horreur de cette époque-là, enfin politisés de manière très discrète, mais il y avait quand même, quand on regarde les films de Carpenter, on est dedans, quoi. Je veux dire, c'est exactement ça. Vous pensez qu'il y a quelque chose il y a un lien avec tout cela? J'ai pas eu cette impression en regardant Evil Dead, mais je sais pas, peut-être. À la première vision, peut-être pas, c'est peut-être pas la chose qui va frapper en premier, mais le côté schizophrène, ouais. Sans pour autant, je sais pas si c'est Sam Raimi qui l'a pensé comme ça, mais il peut y avoir un côté
Je pense que les États-Unis étaient étaient un peu. Il y avait un côté schizophrène parce qu'il y a ce côté culture des armes à feu, etc. Surtout la période réganienne, etc. Où le cinéma réganien de l'époque, voilà, enfin le cinéma sous Reagan, on sait ce que c'était. Hein, c'était des Rocky IV et des choses comme ça. Il y avait un côté assez schizophrène dans les États-Unis, encore plus maintenant parce qu'il y a le côté culture des armes à feu, je ne veux pas dire va en guerre, mais à cette époque-là, un petit peu quand même. Et en même temps, je ne sais pas comment exprimer ça, mais le côté réganien pro-armes à feu, etc. Et après, tu avais toute une autre frange de la population qui, surtout au niveau artistique, qui s'élevait un petit peu contre ça. Donc, il y avait un côté assez schizophrène dans cette période-là. Et effectivement, on peut, à la vision, on peut le ressentir un peu comme ça dans l'attitude en fait du personnage de H, parce que le côté va-t-en-guerre du personnage de H, il est complètement là, même si c'est pour répondre à quelque chose, mais ça peut se tenir, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qui lui arrive-t-il à Sam Raimi quand il fait le numéro 3 en 92, qui est juste complètement barré, celui-ci. Ouais, il a envie de s'amuser. Ah oui, je pense qu'il a envie de s'amuser. Il a envie de s'amuser avec ses Ouais. potes, je pense. Ouais. Il a envie de pousser le délire encore plus loin, je pense. Ouais, vas-y, on en fait un troisième et puis on va le foutre au Moyen-Âge, ça va être encore plus fou, quoi. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Il y a des squelettes qui marchent. Enfin, il se passe tellement de choses dans ce film, en fait, il y a tellement d'éléments, parce que finalement, il y a les Deadites, mais en fait, il y a plus que les Deadites. Ouais, Il y a ces squelettes, cette armée de squelettes. Enfin, c'est un gros fourre-tout. Et puis, c'est beaucoup plus axé aussi sur l'humour. Ouais. Donc, mais tout en gardant quand même le côté toujours très gore. Ouais, puis tu as un côté référentiel aussi, parce que les squelettes qui marchent, c'est clairement, moi je le ressens comme ça, Jason et les Argonautes, quoi. L'armée des ténèbres, c'est ça, voilà. Pour moi, ça, c'est extrêmement référentiel. Et je pense que Sam Raimi, il a juste voulu s'éclater avec ce film, quoi, pousser le délire encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire dans la surenchère? Allez, on va balancer H au Moyen-Âge, on va le balancer dans une époque qui connaît encore moins, où il va être encore plus dépassé par ce qui l'entoure. Et je pense que Bruce Campbell est. Voilà, moi, je vois l'aspect film de pote, en fait. Qu'on retrouvait aussi dans le premier. Moi, je pense, dans les trois, de toute façon, mais encore plus, oui, dans le troisième. Ouais. Alors, vous n'arrêtez pas alors, je pense que peut-être qu'ils ne connaissent pas. C'est quoi les Deadites, comme vous dites? Alors, en fait, c'est les créatures qui sont donc invoquées dans le premier avec le Necronomicon. Donc, qui récite cette fameuse. Toi, tu la connais par cœur, non? Non, je la connais pas. Non, je ne connais pas la prière kandarienne. Les incantations kandariennes, je les connais pas. Je ne suis pas là. Donc, il récite cette incantation et donc il y a ces fameux. C'est du sumérien, mais ça s'arrête là. Il y a ces fameux Deadites qui viennent donc. Tout droit des enfers et qui possèdent en fait les gens. Non, en fait, pas que les gens. Donc, ils peuvent posséder les gens, ils peuvent posséder les animaux, des objets, des gens morts, des animaux morts. Enfin, ils possèdent absolument tout, quoi. Des voitures. Ouais, non, mais franchement, et c'est ça qui fait que du coup, on ne sait jamais d'où la menace va arriver, quoi. Parce que ça va être dans un animal empaillé au mur, ça va être une voiture, ça va être quelqu'un de vivant ou de mort, on ne sait pas. Et donc, c'est ça, les Deadites, ces fameux trucs. En fait, pour simplifier, c'est simplement des démons qui peuvent posséder à peu près tout ce qu'ils ont envie de posséder, quoi. C'est assez simple. Ouais. Mais son inspiration, il la puise où, Sam Raimi, quand il a fait le Evil Dead, le premier? A priori, de ce qu'on a pu comprendre, le Necronomicon, c'est du Lovecraft. Il y a l'inspiration. Après. Je vais vous couper la parole. Parce que alors déjà le Necronomicon, comme tu dis, j'en ai entendu parler, mais je sais pas exactement ce que c'est précisément. Et donc j'aimerais vous poser la question parce que je sais que vous connaissez bien cet aspect-là. Et Lovecraft, d'ailleurs, pour ma part, j'ai jamais lu. D'ailleurs, je suis jamais tombé dessus. En tout cas, c'est un grand regret que j'ai, mais qui va être réparé assez rapidement. Qu'est-ce que c'est que le Necronomicon, dont beaucoup d'auteurs et de films ont puisé dedans pour faire leur film?
Bah là, en l'occurrence, dans Evil Dead, je saurais te le dire parce que du coup, on l'a vu. Mais dans les bouquins de Lovecraft, je sais pas parce que ceux que j'ai lus, il est pas dedans. Ouais. Donc, mais en tout cas, dans Evil Dead, le Necronomicon, c'est un livre fait à partir de peau humaine. Et rédigé avec du sang. En fait. Rédigé avec du sang et rédigé donc a priori par une espèce de sorcière, enfin une entité féminine. Qui, je crois, qui a été rédigé, je crois, en 1400 et quelques dans la mythologie d'Evil Dead, en fait. C'est possible, ouais. Et donc, du coup, il y a tout un tas d'incantations pour faire venir les forces du mal, en fait, sur Terre et pour créer, en fait, l'apocalypse, tout simplement. C'est ça, ouais. Il y a un côté très biblique, en fait, ouais. Après, voilà, c'est ça. Je pense qu'après, les démons qu'on voit, bon, alors les Deadites, je sais pas si ça existe dans la Bible, je pense. Non, je pense pas. Mais après, je pense qu'effectivement, les démons qu'on peut voir, par exemple, dans la série, parce qu'il y en a d'autres, c'est possible qu'ils existent, effectivement, dans les religions monothéistes. Même, ouais, alors, comme dit, pour tout ce qui est mythologie Lovecraftienne, j'ai pas approfondi assez, franchement, les ouvrages de Lovecraft. J'ai clairement pas tout lu parce que c'est monstrueux ce qu'il a fait et c'est vraiment chaud de tout lire. Mais alors, outre l'inspiration de Lovecraft, dans Evil Dead, il y a clairement même visuellement, hein, il y a des moments où il y a des passages qui sont presque décrits tels quels dans certains versets de la Bible au niveau de tout ce qui est Apocalypse, etc. Il y a des choses qui sont assez proches de ce qui est écrit dans certains versets de la Bible, en fait. Donc, je pense qu'il y a cette inspiration-là aussi. Donc, c'est-à-dire que Rémi a été jusqu'à puiser dans la Bible certains. Alors, j'ai jamais vu d'interview ou quoi que ce soit où il en parlait ouvertement, mais franchement, quand on se penche un peu sur le sujet, je pense franchement qu'il y a eu une inspiration. Et en matière de cinéma, il était inspiré par quoi, selon vous, Sam Raimi ? Je sais qu'il adorait la comédie, il adorait les comédies, donc j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'à un moment il s'est. Je pense que clairement la comédie burlesque, ça c'est sûr. Hein, je sais pas, peut-être Buster Keaton et ce genre de personnage pour H. Ouais, je dirais pas Buster Keaton parce que Buster Keaton, il a un côté c'est l'homme qui sourit à jamais, il a un côté inexpressif. Mais ouais, clairement. Et après, dans il y a un côté cartoonesque aussi quand même. H qui, je sais pas, à un moment donné, il se prend des trucs dans la tronche. Enfin, c'est assez cartoonesque, je trouve, certains passages. Même au niveau des bandes-sons, oui, il y a ce côté cartoonesque. Pour moi, Sam Raimi, c'est un fan. Pour moi, c'est un fan de Tex Avery, ce genre de choses. Il y a clairement, même au niveau de la bande-son, au niveau des cadrages, au niveau des situations, il y a clairement ce côté comique burlesque. Et alors, je sais plus dans lequel c'est, franchement, j'ai pas envie de raconter de conneries, mais pour le design des Deadites, moi, ça m'a fait penser à une apparition, je sais plus du tout dans lequel c'est, mais ça m'a fait penser à une apparition dans un film muet, dans un Méliès, en fait. Alors là, je sais pas. Mais je saurais plus, j'ai un énorme blanc, je saurais plus du tout dire dans lequel c'est. Mais après, je pense qu'en se penchant dessus, c'est des films qui sont assez référentiels, effectivement. Il y avait aussi, quand ils ont commencé à faire le court-métrage Within Woods, ils étaient très inspirés par comment on appelle ça, un groupe d'humoristes, d'acteurs humoristes qui s'appelait les Trois Stooges et qui faisait beaucoup. En fait, leur humour était un humour basé sur la bêtise et un peu ce qu'a fait par exemple Adam Sandler dans les années 90, quelque chose qui était très lié à la maladresse, la bêtise, le non-sens, parce que le non-sens c'est autre chose, c'est plutôt les Monty Python. Voilà, vraiment le côté bête. Et donc ils se sont inspirés beaucoup de ça. On a parlé des 3 films de cette saga, et puis il y a eu ensuite autre chose qui ont été questionnées, dont une série et ensuite un remake en 2013. On va peut-être commencer par le remake, par les choses qui fâchent peut-être, qui n'est pour moi un souvenir oubliable. Donc voilà, et voire même, mais qui dénote carrément du fait que ça se passe pas très bien, qu'il n'y a pas beaucoup d'imagination actuellement dans le cinéma américain, quitte à reprendre et à répéter les choses qui ont déjà été faites. Et je trouve ça un peu dommage. Mais vous, quand vous découvrez ce film, quelle est votre sensation ? Alors là, déjà, quand vous apprenez qu'il va y avoir un remake, comment vous le trouvez ? Comment vous réceptionnez ça ? Non, quand on l'a appris, on était content, je pense, parce que, on est allé voir au cinéma tout de suite, quoi. Donc je pense qu'on s'est dit que ça pouvait pas être mauvais. Il y avait un mélange d'excitation et d'appréhension. Donc nous, on est allé voir au cinéma.
Et très franchement, on a eu envie de se barrer avant la fin. On en a gardé un enfin, je parle pour nous deux, je suis désolée. Mais bon, je vais dire moi, j'en ai gardé un très très mauvais souvenir et je l'ai renié totalement. Et hier soir, on s'est dit qu'on allait quand même se le faire. On va faire l'effort. On s'est dit, allez, on va se faire un petit peu souffrance là. Tu vois. On se l'est remis. Et puis finalement, en le revoyant, alors pour moi, c'est pas un Evil Dead, c'est clair et net. Les Deadites, ils ressemblent à rien. Ils sont pas là. C'est-à-dire qu'on a mis des lentilles aux gens possédés. Et puis c'est tout, des maquillages numériques. Enfin, il n'y a pas l'essence en fait de Evil Dead. T'as pas tout le côté malsain. Après, ce qu'on peut lui laisser, c'est que c'est un film quand même qui est ultra gore. Je pense que à notre époque, faire un film comme ça, c'est quand même pas facile, parce qu'il a quand même un sacré niveau de gore. Ce film-là, il sort plus au cinéma. Je sais pas s'il sortira encore au cinéma, mais en tout cas, c'est déjà un bon exploit d'avoir fait un film aussi trash pour le cinéma. Après, on peut pas lui reprocher d'être mauvais en tant que tel. Je pense que Fede Alvarez, c'est un bon réalisateur. Mais c'est pas un bon Evil Dead. C'est même pas un Evil Dead. Ça veut dire on aurait barré le titre, on aurait mis, je sais pas, les possédés de la cabane. Ça aurait été très bien. Mais c'est pas un Evil Dead, clairement. Bah, en le revoyant hier soir, c'est vrai que je me suis dit, allez, je regarde un plus mauvais souvenir que ça. Mais pour moi, c'est un film d'horreur complètement lambda avec parsemé par-ci par-là des références à Evil Dead en fait. On a repris des éléments de base, à savoir la cabane dans les bois, le livre, et encore, je trouve que l'idée elle est très mal exploitée. Visuellement, voilà, c'est un film des années 2010, quoi, j'ai envie de dire. Et il manque des personnages forts en fait. L'idée de mettre un personnage féminin en avant, franchement, surtout un personnage qui a un background, qui a le côté addiction, etc., ça aurait pu être intéressant. Et même ça, je trouve qu'il y a beaucoup, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ont travaillé sur le film, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement mal exploitées. Et on a vu quelqu'un, on a vu un commentaire hier de quelqu'un qui disait, en parlant de ce film, je sais plus où, mais qui disait que ce film-là, c'est la preuve qu'un dernier quart d'heure de folie ne parviendra jamais à sauver un mauvais film. C'est ça. Parce que le dernier quart d'heure du film est vraiment dingue. fou. Le dernier quart d'heure, il est complètement dingue, mais ça ne vient pas sauver le film. Et on se dit, mais merde, c'est ça qu'on voulait voir depuis le début. Ce qu'on voit à la fin, c'est ça. C'est le degré de folie qui est à la fin, c'est ça, Evil Dead pour moi. Et là, il y aurait eu possibilité de faire une œuvre dans ce ton-là qui soit très premier degré, qui soit trash, qui soit... Et là, c'est un rendez-vous manqué. Même le caméo de H est naze en fait. Ça veut dire il est à la fin et il te balance un petit groovy comme ça, vas-y, c'est bon, tu vois, je suis là, donc c'est un Evil Dead. Et en fait, on a l'impression que pendant tout le film, ils essayent de te dire, tu vois, il y a ça, donc c'est un Evil Dead. Tu vois, là, il y a ça, donc c'est un Evil Dead. Mais non, en fait, ça ne marche pas. Il y a la cabane, il y a un livre, il y a ça, il y a t'as vu, il y a une tronçonneuse. Regarde, il y a une tronçonneuse, on t'a mis une tronçonneuse. Oui, mais non, en fait, ça marche pas. On te la montre 2-3 fois, après elle la prend. On te balance des références. Mais ça marche pas. Non, ça et je pense que ça tient énormément au fait que le film soit absolument pas malsain. Alors, on te met de la vulgarité, en veux-tu, en voilà, des gros mots à tout va. Alors, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, Evil Dead. Alors, il est vulgaire, le film, mais il est pas vulgaire comme ça. C'est mieux fait. En fait, le côté vulgarité, pour moi, c'est un film de possession complètement lambda, en fait. Ça veut dire que tu vas avoir des espèces de personnes possédées qui vont vomir des jurons comme ça complètement. Franchement, j'ai l'impression, ce film-là, quand je l'ai vu en 2013, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu 20 fois avant, quoi. Oui, parce que les Deadites s'y perdent en fait ils perdent complètement leur essence. C'est juste des personnes possédées, c'est tout. C'est des possédés tout simples et ils n'ont plus le côté un peu malsain, un peu je te titille un petit peu là pour te faire flipper et te torturer psychologiquement. Tout ça, il n'y a pas en fait. Ils balancent des gros mots à tout va et puis voilà. Et puis voilà, je regarde un énième film d'exorcisme ou un énième film de possession. C'est ça, en plus trash. En fait, c'est un bête film d'exorcisme, mais en plus gore, c'est tout. Ouais. Moi, je l'ai appréhendé comme ça. Les années 80, quand Rémi fait Evil Dead, ça épouse parfaitement aussi cette période-là, les années 80, à savoir comment on faisait des films d'horreur à cette époque-là. Dans les années 90, fin 90, on a eu le projet Blair Witch, qui était vraiment propre à cette période-là. La question qu'on se pose par rapport au remake de... Aujourd'hui, maintenant, pendant ça, il y a je sais pas, 10 ans, on fait beaucoup de films
qui sont censés être des films, des found footage, donc c'est aussi très propre à cette période-là. Mais quand la question que l'on se pose avec la version Evil Dead de 2013, c'est pourquoi faire un remake? Qu'est-ce que ça dit, ce remake, finalement? On fait pas C'est la question que je me pose, moi, face à ce film complètement invraisemblable, effectivement. En fait, il apporte rien à la saga, et même il dessert totalement la saga parce que moi, en fait, vraiment, ce qui me dérange le plus, c'est ces espèces de possédés. C'est vraiment le point fâcheux du film, quoi. C'est ça. Peut-être que si ça avait été mieux écrit, mieux fait, le film aurait moins gêné parce que, sincèrement, on peut pas lui reprocher d'être un mauvais film. Non, mais il n'y a pas d'idée. En fait. Ouais, c'est juste que c'est un film lambda, en fait. Pour moi, ce que ça veut dire, ce film-là, c'est symptomatique du. Alors, ça avait déjà commencé avant, mais c'est symptomatique d'une époque où tu as toute une industrie qui n'a plus d'idées, en fait. Et là, avec l'avènement des multiverses, etc., et des suites remake, reboot de préquel de remake, etc., je sais pas, est-ce qu'on n'a pas fait le tour d'un cycle à ce moment-là? Est-ce qu'on recommence à faire du neuf avec du vieux? Alors, on aurait pu, franchement, en gardant, parce que Evil Dead, comme on l'a dit, il avait installé toute une mythologie. Là, il n'y a pas de mythologie dans celui-là, il n'y a rien. En réinventant la mythologie au travers des bouquins, au travers d'un personnage, créer un personnage force. Il y a des faiblesses d'écriture dans ce film, etc. Mais pour moi, il veut dire ça, ce film. Il veut dire, on n'a plus d'idées, on va faire du neuf avec du vieux, et quelque part, tant pis pour le matériau d'origine. Peut-être. Ouais. Mais en fait, du coup, je sais pas, parce que c'est quand même Sam Raimi qui l'a produit avec Bruce Campbell. Je crois ils ont tous les deux bossé dessus. Peut-être. Oui, je crois que Sam Raimi a bossé sur le scénar. Alors, est-ce qu'ils ont remarqué que du coup, ça marchait pas et que c'était pas bon dans la saga, et que c'est pour ça qu'après ils ont fait la série? Ah non, je crois que Bruce Campbell a beaucoup apprécié. Il me semble que Bruce Campbell a aimé ce film. Je crois que Bruce Campbell, il aime beaucoup de choses, mais bon. Ouais, il est bon public, en fait. Je pense, ouais, sincèrement. Quand on lit certaines de ses dernières interventions, tu as un côté, allez-y, faites-en ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez des Evil Dead, je m'en fous, c'est votre truc, ça va être bien. La série, si je me trompe pas, elle a duré 3 saisons. C'est bien ça. Elle a été diffusée sur Stars. Elle a été diffusée sur Stars, et le problème, c'est que parce que l'audience avait considérablement chuté, ils ne l'ont pas renouvelée. Mais si on résume ces 3 saisons, alors donc dans cette série, il y a le personnage emblématique d'Evil Dead, donc Ash, joué par Bruce Campbell. Et c'est quoi cette série? Est-ce que vous avez les mêmes retours critiques avec cette série qu'avec le film dont on vient de parler, le remake? Alors déjà, juste pour revenir sur les audiences, elles n'ont jamais été bonnes. Je pensais qu'elles avaient été. En fait, c'est une série qui n'a jamais trouvé son public. C'est ça. Alors que c'est une série qui a tout ce que les gens demandent, mais finalement, les gens ne suivent pas derrière. Donc c'est une série qui n'a jamais marché. Elle a quand même tenu 3 saisons. Ça a le mérite d'être souligné, parce que c'est assez miraculeux. Parce qu'aux États-Unis, faire moins de 500 000 pour une série, c'est rien. Je crois qu'au plus haut, l'épisode le plus vu, il a dû faire quelque chose comme 530 000 spectateurs, un truc comme ça. Donc voilà. Après, la série, quand on regarde les critiques, elle a quand même des retours qui sont bons. Ouais, franchement. C'est une très bonne suite aux 3 films. Et en fait, là, ils ont repris vraiment l'essence même d'Evil Dead, et ils en ont fait une série, et ça marche en fait. Ils ont intégré des nouveaux personnages pour aller avec Ash. Qui sont des personnages forts, qui sont bien écrits, franchement. Qui sont bien écrits, ouais. Et on a des nouveaux méchants, on a toujours les Deadites, parce que forcément, sinon c'est pas un Evil Dead. On a même la cabane qui revient de temps en temps. Enfin voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une bonne suite en fait à Evil Dead. Il y a du fanservice, mais du bon fanservice en fait, qui est pas juste là pour contenter les fans. Même le personnage de Ash, il évolue. Il est toujours ce qu'il est dans les premiers, quoi. Sauf qu'il parce qu'il joue sur le fait, il joue énormément sur le fait que Ash, il est complètement dépassé par son époque, parce que dans la série, il a quelque chose comme 60 ans. Il vit dans une caravane. Enfin, il est complètement tout le monde.
tout le monde le prend pour un abruti fou, fini, voilà. Alors, on va peut-être pas trop spoil parce que la série est quand même relativement récente. Oui, on va peut-être pas trop spoil, mais non, mais c'est alors, ce qui est dommage, c'est que du coup, forcément, à la fin de la saison 3, on se retrouve devant un cliffhanger à la con où on n'aura jamais de suite. Et c'est hyper frustrant parce que c'est ce qu'on attend depuis la fin du 3. Alors, ceux qui ont vu la fin alternative du 3 comprendront la frustration dont on vient de faire part. Mais est-ce que ça annonce alors un 4e film? Ça a annoncé une suite, mais Bruce Campbell a tout balayé. Ça, c'est pas une surprise. Hein. À la base, tout le monde pensait que la série est diffusée sur Netflix. Tout le monde pensait Netflix, ils s'en foutent, ils vont racheter les droits, il va y avoir une 4e saison. Sauf que Bruce Campbell a dit non, moi je veux plus jouer le personnage de Ash Williams. J'en ai fini pour ça, c'est trop dur. Je suis obligé d'être hospitalisé, de faire de la rééducation entre chaque saison. J'ai 61 ans, je veux plus jouer Ash Williams. Je veux plus jouer physiquement Ash Williams. Je suis toujours la voix de Ash Williams dans les jeux vidéo, mais je ne serai plus Ash à l'écran. Donc là, lui, il a tout balayé, quoi. Et ça se comprend parce que quand on voit la série et qu'on sait que c'est lui qui fait ses cascades, dans tous les épisodes, il est balancé de gauche à droite, de droite à gauche, il finit dans les murs, dans les portes, dans les voitures. Le pauvre gars, il est couvert de fausses. Franchement, on peut comprendre qu'à plus de 60 ans, on n'ait plus envie de faire des cascades comme ça. Après, n'est pas Stallone qui veut. Tom Cruise. Mais ouais, du coup, il n'y aura jamais suite à la série, c'est sûr. Enfin, il y aura... Vraiment, c'est les dires de Bruce Campbell, il n'y aura jamais de Evil Dead 4. Enfin, si. Il va y avoir un Evil Dead. Il va y en avoir un, mais on ne sait pas ce que ça va être. On ne sait pas sous quelle forme. Il va y avoir un film, a priori, quand même. Qui a déjà un titre. Il a un titre, il a un réalisateur et... il sera produit par Sam Raimi et Bruce Campbell. Mais ce sera sans Ash Williams. On le sait, c'est sûr. Ou alors, c'est le plus gros teasing de l'histoire du cinéma. Je ne sais pas, mais... Pour préparer cette carte blanche, vous avez dû donc revoir les 3 premiers films de la saga. Nous sommes en 2021 et est-ce que ça s'est bonifié avec le temps ou est-ce qu'il y a des moments où ça a un peu vieilli, voire même mal vieilli? Moi, je pense que les jeunes qui regardent, je sais pas, ceux qui sont biberonnés aujourd'hui avec des films comme Insidious, Conjuring ou j'en sais rien, et tous ces films-là, clairement, ils vont regarder Evil Dead, ils vont rigoler, ils vont dire attends, c'est tout pourri ton truc, là, t'as vu la gueule des effets spéciaux. Mais pour moi, ça n'a pas vieilli. Enfin, ça reste. Bien sûr, ça reste des techniques qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais ça lui donne ce cachet, en fait, ce côté authentique et tout, qu'on n'a plus aujourd'hui, quoi. Moi, je pense que ça dépend comment tu l'appréhendes, en fait. Tu peux l'appréhender comme un film qui se bonifie avec le temps, alors surtout le 2 pour moi, parce que il y a une atmosphère, en fait, le côté artisanal, justement. Il est peut-être moins présent dans le 2, parce que je pense que le 2 a été plus budgété que le 1, mais il y a un côté artisanal qui apporte quelque chose, qui apporte un côté vraiment rugueux, qui apporte une atmosphère particulière. Donc je trouve que ça, le fait que le film ait vieilli, clairement pour moi, en termes d'atmosphère, ça apporte quelque chose. Mais en même temps, comme tu le dis, tu montres ça à un jeune aujourd'hui qui est biberonné au Conjuringverse ou à ce genre de choses, il va peut-être te rironner, il va dire mais attends, c'est quoi ce démon en caoutchouc, quoi. Ou même image par image, je pense que c'est parce qu'il y a des scènes en image par image. Moi, je trouve ça fantastique. Mais c'est n'importe quoi. T'as un Gugus qui se coupe la main à la tronçonneuse et puis le mec il crie 10 secondes et après il a plus mal. C'est n'importe quoi, ça tient pas la route. Donc voilà. Pour nous, je pense que c'est bonifié avec le temps. Ça dépend du public. Je pense que ça dépend, clairement. En tout cas, c'était une carte blanche incroyable et intéressante qui est peut-être renvoie à un film générationnel. C'est possible, ça aussi, on peut peut-être réfléchir à ça. Et c'était la carte blanche à regarder dans le noir, Franck et Marie pour Evil Dead. Et en tout cas, ça donne encore envie d'aller les retrouver, ces 3 films, cet Ash, cette série. Et peut-être pas les remakes, je pense pas, si je vous ai bien écouté. Ça dépend, peut-être que certains... le prochain, moi, pour l'instant, ce qui a été dit... ça donne pas plus envie. Ça ne me donne pas forcément envie, parce que ça, ce sont les propres dires de Bruce Campbell et de Sam Raimi. C'est un film qui donc exit Ash Williams et exit La cabane dans les bois. C'est un film qui va se dérouler en ville, visiblement. Eh bien. Très dubitatif. Dans la série, il y a aussi des passages en ville, donc... Pas sûr.
passe son temps et à voir. Et peut-être on se retrouvera pour reparler de ce film tous ensemble au cours d'un live ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Franck, Marie, d'avoir pris le temps de nous parler un petit peu de Evil Dead avec beaucoup d'humour aussi. C'était très sympa. Et le chat s'est calmé, ce qui est encore plus sympa. Ouais, il est toujours là. Elle est là. Toujours là, elle est là. Elle écoutait. Elle est toujours présente. Ça va devenir la mascotte de la chaîne, je pense. Ouais, ça va déjà un peu. On va faire ça comme ça. Merci beaucoup. On se retrouve très vite, je l'espère. Et en tout cas, encore une fois de plus, merci pour cette carte blanche et pour cette. Merci pour l'invite. Ben, je vous en prie. À très vite. À bientôt. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.